Bonjour à tous et bienvenue sur Bien dans ma thèse, le podcast qui vous aide tout au long de votre doctorat. Aujourd'hui, nous accueillons Élodie Chabrol, docteure en neurosciences depuis 2009 et fondatrice de Pint of Science France. Élodie va nous raconter ce qui l'a amenée à faire une thèse, comment ça s'est passé pour elle, puis comment elle s'est retrouvée en postdoc pour finalement se diriger vers une carrière de médiation scientifique plutôt que de continuer dans la recherche. Au travers ces différents podcasts, j'espère pouvoir répondre aux interrogations des personnes qui ne savent pas forcément ce qu'est un doctorat, mais surtout comment s'y prendre, comment faire les démarches pour postuler en doctorat, pour trouver une thèse. J'espère surtout que ces différents témoignages et retours d'expérience vous permettront de vous reconnaître, de vous retrouver dans ces récits et surtout de vous donner plus confiance et de vous rendre compte que vous n'êtes pas seul pendant cette aventure et que c'est important d'en parler. Pour suivre l'actualité de Bien dans ma thèse, il existe un compte Instagram @biendansmathèse. En espérant que ce podcast vous plaise. Merci. Bonjour Élodie. Bonjour Mathilde. Je suis super contente que ce soit toi la première invitée de Bien dans ma thèse. Donc Élodie, tu es la fondatrice de Pint of Science France, mais tu es également la directrice finalement de Pint of Science Monde. Tout à fait. World, international, je sais pas comment on dit. Pint of Science international, intergalactique. Ça claque, intergalactique. Mais tu as eu une thèse également, une thèse en neurosciences, donc en 2009 il me semble. Ouais, il y a très longtemps. C'est vrai que ça commence à faire un petit bout. Donc la thèse, ça s'est passé comment pour toi? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire ou tu t'es retrouvée là-dedans comme ça? Je me suis retrouvée complètement là-dedans, un peu par hasard. En fait, je voulais être prof au départ. Et arrivée à la licence, je savais pas trop s'il fallait que je continue, s'il fallait que je fasse de la bio, s'il fallait que je fasse... voilà, je savais pas quoi faire. Je suis allée voir l'orientation à la fac et je leur ai expliqué que je voulais être prof de bio. Et là, ils m'ont dit non, mais le plus simple, c'est pas de passer une agrég, c'est de continuer vers une thèse, d'avoir une thèse et d'être prof à la fac. C'est plus simple que de passer l'agrég. Moi, naïvement, je les ai crus. Et du coup, j'ai continué comme ça. Ils m'ont dit un master de bio, etc., etc. J'étais passionnée par la génétique, donc j'ai commencé en fait par de la génétique. Et en fait, la première fois que j'ai mis le pied donc en M1 dans un labo de recherche, c'était juste une évidence. Et en fait, j'ai découvert la recherche. Et là, je me suis dit, ok, je vais continuer en thèse et je vais continuer après. Et en plus, je peux donner des cours, je peux être prof, etc. Donc, c'était un peu le meilleur des deux mondes, quoi. Donc, tu as été voir l'orientation avant ton master? Je suis allée voir l'orientation en fin de licence. En fin de licence, ouais. Parce que souvent, en licence, on continue les études parce qu'on arrive à passer l'année, puis on se dit, on va continuer, etc. Mais il n'y a pas beaucoup de monde, quand même, qui savent déjà quoi faire en fin de licence. En fait, moi, je savais que j'allais continuer. C'était juste... je savais pas exactement quel domaine ou quel type de licence il fallait que je fasse. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment beaucoup plus séparé. Je suis vieille, il faut pas l'oublier. Déjà, j'ai fait un DUG avant, un truc qui n'existe plus, le dinosaure. Donc un DUG de dinosaure, et c'était un DUG de sciences de la vie. Donc à l'époque, c'était chimie, physique, maths et bio. En premier semestre, 25% de chaque. Etc., jusqu'à arriver en fait à une licence qui était beaucoup plus bio. Et à l'époque, je me demandais est-ce qu'il faut que je reste sur bio ou est-ce qu'il faut que je fasse un peu plus géologie, parce que si c'était pour une agrég, c'est sciences de la vie et de la terre. Donc du coup, c'est un mix. Donc je savais que j'allais continuer. Je savais qu'il fallait une maîtrise, mais je savais pas exactement quel type il fallait, quel type de... Oui, quel type de spécialisation. Spécialité, exactement. Je suis allée voir du coup en me demandant un peu quel type de spécialité, et là ils m'ont dit « Oh mais non, choisis pas ça, fais une thèse ». Voilà, je suis gentille, j'ai suivi les conseils de la dame. Et donc ça, c'était à la fin de ta licence? Ça, c'était à la fin de ma licence, et du coup j'ai fait un M1 de physio, donc ça j'étais à Versailles, c'était une petite fac mais très très cool, dans laquelle j'ai pu faire des TP dès la première année, donc de licence maintenant, mais du coup de DUG à l'époque, mais des vrais TP, des manips que plus tard j'ai refait en labo pour de vrai, pareil, donc c'était pas mal. Et puis voilà, du coup j'ai commencé une thèse en me disant j'aime ça, de toute façon je me suis plus posé trop la question en fait après le M1.
D'accord. Et la thèse, avant ce fameux moment où tu as été voir l'orientation, est-ce que tu en avais déjà entendu parler? Alors, j'avais entendu ce mot, mot qui me paraissait complètement fou, ça me paraissait être un truc de dingo. C'était mon prof d'éco en seconde, un jour, qui est arrivé, tout content, qui a dit « Ça y est, je suis docteur, j'ai eu ma thèse. » Et là, dans la salle de classe, on l'a tous applaudi, on était tous là « Ouais, bravo !» Personne ne savait de quoi il parlait. « Ouais, trop génial !» Et voilà. Et c'est vrai que je savais le doctorat, quand on est à la fac, on sait que le doctorat, c'est Bac plus 8. Ouais. Mais exactement ce qui se passe quand on est en thèse, je ne savais pas. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, moi, je l'ai un peu vécu comme ça, c'est qu'on n'a aucune information sur la thèse. Enfin, moi, pareil que toi, je voyais vraiment la thèse comme quelque chose d'inatteignable. En plus, moi, j'ai toujours été dans le milieu du panier, je dirais. Donc, pour moi, c'était inimaginable de faire une thèse. Et pour moi, c'était vraiment réservé aux premiers de la promo. Et puis, en fait, les profs, ils allaient parler seulement aux premiers, quoi, pour les garder sous la main. Il fallait être super intelligent pour faire une thèse. Et la preuve, non, pas besoin. En fait, c'est pas vraiment de l'intelligence, mais je pense qu'on en parlera après. C'est une façon de réfléchir, c'est clair. Ça. Mais c'est vrai que la thèse, c'est effectivement pas un truc. J'étais pas du tout habituée à entendre parler de ça. Je savais pas ce que c'était. J'avais pas de docteur dans ma famille. Donc c'est vrai qu'on m'a dit qu'il faut faire une thèse. Je me suis dit ok. Et puis bon. Et est-ce que avant de commencer ta thèse, donc jusqu'à la fin de ton master, tu avais comme des préjugés? Est-ce que dans les différents stages que tu as fait, tu as vu des thésards autour de toi et voilà, ça te faisait peur ou ça t'inquiétait? Alors en M1, j'ai pas eu de thésard. En fait, j'ai fait mon M1 dans un labo de diagnostic génétique. D'accord. Avec une maîtresse de stage qui était fantastique, Isabelle Brun, qui m'a, je pense, c'est elle qui m'a donné goût à la recherche. Parce que déjà, on travaillait sur des cellules humaines, donc petite M1 qui arrive, qui n'a jamais fait de manip en labo, on lui donne des fibroblastes, donc des cellules de peau humaine, en lui disant ça vient de vrais gens, fais attention si c'est contaminé, il n'y en a plus. C'est un signe de confiance de fou, et du coup, ça donne vachement de valeur au travail, quoi. Je travaillais dans un labo de diagnostic génétique, donc tous les jours on avait des échantillons qui arrivaient, il y avait des vrais trucs qui se passaient autour, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas, j'ai jamais vu de thésard avant d'arriver en M2 en fait. D'accord. Donc j'avais pas de préjugés sur ça va être difficile, ça va être compliqué ou quoi. Enfin c'était un peu un truc en me disant une thèse c'est la suite, c'est qu'au lieu de faire 3 mois, tu vas faire 3 ans quoi. Ok. Voilà. Ta première année en thèse, comment tu la résumerais sur le plan professionnel mais aussi personnel? Parce que moi je trouve que la thèse c'est un grand chamboulement professionnel mais vraiment personnel avant tout. Alors moi c'est le M2 qui a été le chamboulement parce qu'en fait j'ai fait mon M2 là où j'ai fait ma thèse. Ah d'accord. Et du coup ma première année de thèse au final elle était plutôt tranquille vu que j'avais fait mon M2, mais le M2 c'est un peu tout s'est effondré sous mes pieds parce que j'ai commencé le M2 en septembre et en fait là il y a ma directrice de thèse qui m'annonce qu'elle est enceinte. Ah. Et que en gros de janvier à mai ou en tout cas de février à fin avril, elle serait pas là. Donc quand tu devais commencer ta thèse. Quand je devais faire le gros de ma thèse, et je devais soutenir mon M2 en mai-juin, je crois, et du coup mai, et essayer d'avoir la bourse de l'école doctorale en juin. Donc en gros, elle allait revenir juste pour la fin. Et là, tu arrives dans un nouveau labo, et on te dit au bout d'une semaine, au fait, je voulais que tu commences en septembre et que tu sois là le plus souvent possible, parce qu'à partir de janvier, t'es seule. Ok, très bien. Ça va être chaud. Et donc là, en fait, je me suis dit, ah ouais, j'aurais bien aimé savoir ça avant de m'engager. Parce que j'aurais voulu avoir ce choix, en fait. Là, je me suis sentie un petit peu coincée. J'ai trouvé pas ça très, très cool. Mais après, ce qui était bien, c'est qu'au final, je suis devenue hyper autonome direct. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait des techniciens qui m'ont aidé niveau technique et tout. Mais alors, en fait, en termes de réflexion, etc., je suis devenue très, très autonome très vite. Donc au final, elle m'a fait... c'est un avantage. C'est juste que sur le moment, quand tu rentres en thèse, en M2 en tout cas, et que, surtout l'année de M2 qui est très stressante parce que il faut à la fois être bon en cours, il faut préparer le concours, etc. Réfléchir à l'avenir. Réfléchir au projet, il y a savoir qu'il y a des gros euros qui vont compter, que si on les loupe, que si on n'a pas de bourse l'année d'après, on ne sait pas exactement ce qu'on va faire. Enfin voilà, donc on donne tout pour les bourses, mais en même temps on se dit si jamais je les ai pas, j'ai pas prévu de plan B et j'ai pas le temps de prévoir des plans B. Oui, alors ça c'est parce que tu voulais absolument faire une thèse ou qui nécessitait une bourse de l'école doctorale? Oui, en fait en bio ou en neuro, on a besoin d'être financé. Et généralement c'est l'école doctorale où on peut faire des demandes de bourse à côté.
Et typiquement, moi, en même temps que l'école doctorale, j'avais fait une demande de bourse à la région Île-de-France. Et j'ai eu les deux. Et du coup, j'ai pris la bourse de la région Île-de-France. D'accord. Donc, en fait, dans le domaine biologie, vous n'avez pas des annonces de thèse comme ça qui pop en mode ah bah il y a une ANR qui vient d'être acceptée, il y a un sujet et vous candidatez. Il y en a, mais c'est pas la majorité. D'accord, ok. La majorité, c'est vraiment généralement avoir la bourse de l'école doctorale, etc. Il y a effectivement, je pense qu'en plus, on parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je pense qu'il y en a de plus en plus maintenant, tu vois. Ouais. Pareil, chiffres, à l'époque, c'était pas un truc super développé. En bio, je pense encore moins. Voilà. Maintenant, ça se développe un peu plus, etc. Donc, moi, à l'époque, c'était vraiment quasiment tout le temps école doctorale. Moi, j'avais déjà région Île-de-France à l'époque. C'était déjà hyper chouette de pouvoir postuler pour ça. D'accord. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il y a d'autres domaines, effectivement, où voilà, il y a des offres de thèse où tu vas comme une offre de job, en fait. Exactement. On te propose un CDD de thèse de 3 ans. Tu vas, c'est payé, etc. Là, le M2, ce qui était compliqué, c'est que justement, j'avais pas ça. J'avais regardé, j'avais pas nécessairement de financement autre à côté. Donc en gros, si j'avais pas la bourse... Tu ne pouvais pas faire ta thèse. Un petit peu mal pour l'année d'après. Ouais. Et du coup, j'avais déjà investi 1 an. J'allais investir 1 an dans un sujet de recherche. Ouais. Et du coup, ça aurait été hyper dur mentalement de changer de sujet, de se dire, bah là, j'ai investi beaucoup dans un truc, il faut que je recommence de zéro, quoi. Mais j'ai eu la chance d'avoir 2 bourses au final, donc d'en choisir une, et de continuer ma thèse en ayant déjà fait 1 an de M2. Oui. Donc, oui, c'est vrai que l'avantage de faire ton stage de M2 à l'endroit où tu fais ta thèse, c'est que tu gagnes beaucoup de temps sur... Tu gagnes énormément de temps. Du coup, j'ai soutenu officiellement, ça faisait 2 ans et demi que j'avais signé mon contrat de thèse. Ah d'accord. Donc du coup... moi, je pensais qu'en bio, justement, c'était souvent plus long. Alors, c'est souvent plus long, mais le truc, c'est que déjà, je travaillais en génétique. Ouais. Donc la génétique, ce qui m'a sauvée, c'est que j'ai réussi à avoir un papier au bout de quasiment la fin du M2. D'accord. Parce que c'est des échantillons qui traînent dans un frigo, qu'au final, c'était du séquençage. Donc si tu prépares plein de plaques, que tu mets tout dans le séquenceur et qu'après tu passes des heures sur l'ordinateur, ça peut être fait vite. Ouais. Après, je suis passée sur les souris. Vers la fin de ma thèse, là, effectivement, les souris sont pas dans un frigo, c'est pas une machine qui les gère, et il faut attendre le temps biologique que les choses se passent. Donc là, c'était plus long. D'accord. Mais du coup, j'avais assez, au final, au bout de 2 ans et demi. Et surtout que ma chef m'a refait le coup de partir. Et donc, du coup, elle devait partir au Japon et elle savait pas quand. Et là, du coup, je me suis dit, bah, je préfère soutenir plus tôt, j'ai ce qu'il faut. Je serai docteur, je pourrais continuer. Je suis restée 8 mois après ça à finir clôturer du coup ma thèse, parce que j'avais encore ma bourse. Et puis surtout, finir tout pour le papier. Mais au moins, j'avais pas ce truc de me dire, j'ai pas ma directrice de thèse, pour soutenir, j'aurai personne, l'écriture, ça va être compliqué, etc. Ouais. Voilà, donc le M2 a bien aidé ça. D'accord. Et donc, je ne sais pas comment ça se passe pour les thèses en biologie, mais est-ce que, selon votre école doctorale, vous avez des heures de formation transversales à effectuer, etc. Est-ce que tu as pu, pendant cette thèse, finalement, acquérir plein d'autres compétences? Parce que nous, je sais qu'on a un certain nombre d'heures à faire et ça prend beaucoup de temps. Et donc, sur le moment, ça nous embête un peu parce que ça nous prend du temps sur la recherche. Mais finalement, c'est là où on se rend compte que la thèse, c'est génial pour ça aussi parce que ça nous permet d'obtenir tellement d'autres compétences finalement qu'on n'aurait jamais acquis ailleurs, quoi. C'est hyper important ces formations et d'ailleurs maintenant c'est moi qui en donne. Ouais. Et du coup je leur dis de faire, je dis aux doctorants de faire hyper attention et de bien matcher, de bien les regarder tôt en fait et de s'en servir pour justement ajouter des compétences et pas se retrouver en 3e année à faire juste n'importe quelle formation pour valider des crédits. Moi encore une fois, comme c'est assez vieux, je suis assez vieille. Mais non. Et du coup, il y avait des formations, mais c'était pas nécessairement aussi développé que maintenant. D'accord. Donc il y avait moins le choix, parfois ça a été des trucs un peu plus techniques, il y avait des choses, c'était déjà chouette. Mais je trouve que par rapport à ce que je vois des calendriers de formation maintenant, aujourd'hui, il y a moyen de se former sur plein de choses. Ah ouais, mais c'est génial. Il y a moyen de découvrir le monde du travail en dehors de l'académie. Il y a moyen de savoir même dans l'académie comment ça se passe. Il y a moyen de faire vraiment plein de choses. À l'époque, il y avait déjà ce truc-là. Mais c'était un peu moins bien fourni. Donc c'est vrai que c'était un peu compliqué, mais il y avait déjà ça. Et parfois, honnêtement, ça fait du bien parce que quand t'es en thèse, t'es tellement le nez dans ton truc. Exactement. Que même si c'est... on se dit, ça va peut-être pas m'apporter grand-chose et tout, rien que de respirer, de passer une journée et demie ou une journée ou 2 jours
sur autre chose, rencontrer d'autres gens qui font aussi d'autres thèses, voir comment ça se passe dans d'autres milieux. Et puis, voilà, voir sur d'autres sujets que son petit sujet, parce qu'il faut quand même avouer qu'en recherche, on creuse très, 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 très profond sur un tout petit carré, quoi. C'est ça. Et du coup, parfois, on peut aussi tourner en rond, on peut ne pas prendre l'air. Et en thèse, je pense que c'est le pire qu'on puisse faire. C'est ne pas respirer, parce qu'au moment d'écrire, on fait n'importe quoi. On n'a aucune vue d'ensemble sur son projet. Et en recherche, d'une façon générale, on a besoin de ça. Parce qu'au final, la recherche, c'est pas juste un tout petit sujet. C'est un sujet mis en perspective avec d'autres choses et comment ça peut aider la société, les gens, les machins, etc. etc. Et du coup... Mais c'est pour ça que la communication scientifique, maintenant, j'y crois à mort, parce qu'en fait, je pense que ça, c'est ce bol d'air aussi, et cette façon de se dire comment mon projet s'inclut dans tout ce qui se passe autour de moi. Ouais, j'allais justement rebondir sur ça et dire que c'est pour ça que des phénomènes comme Pant of Science ou Ma thèse en 180 secondes ont pris un tel essor, parce que je pense que tout le monde se rend compte, comme tu viens de dire, que c'est hyper important de vulgariser, de savoir prendre de la hauteur sur son sujet, prendre du recul. C'est pas forcément évident. En plus, des fois, selon le sujet, c'est vraiment plus difficile de vulgariser. Mais oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que c'est fini l'époque où le chercheur était tout seul, travaillait tout seul, dans son laboratoire seul. Mais exactement. Et puis pour le coup, la vulgarisation, la communication scientifique, on s'en rend pas compte parce qu'on pense des trucs, effectivement, Pint of Science, Ma thèse en 180 secondes, mais déjà, de faire ça, ça t'aide aussi à être un meilleur communicant en recherche. Parce que typiquement, le jour où tu vas vouloir avoir un poste, je sais pas, au CNRS, à la fac, etc., il faut que tu parles de ton projet. Les gens en face, c'est pas nécessairement des experts de ton projet. Donc il faut que tu apprennes à le présenter d'une façon bien. À chaque fois que tu vas avoir à vendre ton projet pour une bourse, pour je sais pas quoi, même dans les meetings, c'est important de te dire en face qui j'ai en face de moi, qu'est-ce qu'ils savent exactement de mon sujet, comment je peux leur présenter d'une façon compréhensible. Et en fait, du coup, effectivement, la communication scientifique, c'est cool et ça aide aussi dans ton métier de chercheur, je pense. Exactement. Donc à la fois avoir la vue d'ensemble, mais aussi à présenter d'une façon qui sera compréhensible pour tout le monde, parce que parfois on est tellement dans nos bulles avec notre vocabulaire, avec notre façon de parler, qu'en fait on en oublie que c'est une bulle. Et c'est ça, et que les autres ne savent pas. Mais même parfois, j'ai fait un postdoc dans un labo qui était électrophysiologie, donc en gros c'est l'enregistrement des courants entre les neurones. Sauf que moi je faisais pas du tout ça. Je continuais à faire de la biocellulaire, etc. Et en fait, quand je faisais mes présentations, je voyais très bien que personne ne comprenait au début. Et du coup, c'était hyper important de le faire bien, de faire vraiment bien expliquer les bases, etc. Et eux, quand ils faisaient leur présentation, moi, je comprenais généralement rien parce qu'ils ne prenaient pas la peine d'expliquer ce qu'ils faisaient, en fait. Ils se plongeaient directement dans les manips avec tous les détails hyper techniques. Et moi, je me retrouvais là à me dire, en fait, mais qu'est-ce que je fais ? Je comprends pas, quoi. Ah, mais c'est sûr. Et pour rebondir sur la communication, un peu plus générale, comment tu l'as vécu ta thèse au niveau social ? Est-ce que tu as eu des très bonnes relations avec tes collègues ? Est-ce que tu avais plutôt juste des relations en dehors du laboratoire et le laboratoire c'était vraiment travail ? Comment tu l'as vécu cette période ? Alors j'ai eu énormément de chance parce qu'on était beaucoup de thésards dans mon labo. C'était un très très gros labo. En fait, il y avait plusieurs labos. C'était ce qui est devenu l'ICM. Je suis partie en 2009, en 2010 c'est devenu l'ICM, l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Et on était, je crois qu'en nombre de chercheurs en tout dans l'unité, on était une centaine. Ah ouais. Et donc en termes de thésards et de postdoc, franchement on était assez nombreux. Et il y avait aussi des techniciens assez jeunes. Donc du coup en termes social, on était quand même bien. Ouais. On était nombreux. Ma meilleure amie, je l'ai rencontrée en M2 là-bas. On était toute une pièce où il y avait plusieurs postdocs, plusieurs doctorants. C'était vraiment chouette pour ça. Franchement, en termes sociaux, c'était vraiment bien. Donc tu t'es éclatée. Je me suis éclatée, je me suis jamais sentie toute seule, mais c'est vrai qu'en bio, on est au labo toute la journée. Je vois dans les thèses de SHS, ils sont pas au labo, ils peuvent très bien être à lire dans des bibliothèques, etc. Et là, je pense qu'ils peuvent se sentir vraiment tout seuls. Ouais. Nous, j'avais de la chance parce que c'est un labo de bio et c'était un gros labo. Donc, j'étais pas la seule thésarde dans mon coin. On était plusieurs. Il y en avait qui galéraient, il y en avait qui galéraient moins. Tout le monde travaillait sur des trucs séparés, différents. On avait vraiment... il y en avait qui travaillaient sur les souris, d'autres sur les cellules, d'autres sur la génétique. Donc déjà, tout le monde pouvait m'aider. Oui, c'est ça permet de faire un partage de connaissances, de l'aide. Complètement, et du coup, j'ai jamais eu l'impression de me sentir seule.
C'était génial. C'est vrai que ça, c'est super important parce que moi, je sais que j'ai des amis, ils sont dans des laboratoires vraiment petits. Donc souvent, ils vont être 3, 4 doctorants. Bah, forcément, ils n'ont pas le même ressenti de la thèse pendant ces 3 années que quand tu es dans un labo avec 70 doctorants. C'est sûr que c'est pas pareil, quoi. Ah ouais, non, mais... C'est pour ça que quand tu choisis ta thèse, en tout cas, moi je sais qu'à mon époque, on a à mon époque. Désolée. Moi, la jeune. Non, mais c'est vrai que j'ai eu la possibilité de pouvoir choisir ma thèse. Il y avait pas mal de sujets et j'ai été prise dans pas mal de sujets. Et c'est vrai que j'ai regardé en premier, j'ai contacté des doctorants de chaque labo pour juste savoir l'ambiance, quoi. Mais ça, c'est bien de faire ça parce que je pense que, et c'est ce que je dis souvent aux doctorants pour les post-docs, en fait, on choisit par rapport au thème, par rapport à est-ce que le chef est connu, etc., etc. Et en fait, on en oublie de contacter pour savoir comment ça se passe vraiment. Mais l'ambiance déjà, et puis aussi, est-ce qu'on a tous les mêmes projets? Est-ce qu'on travaille sur des projets vraiment trop similaires où le moment de publier va être très très compliqué? Est-ce qu'on a chacun notre truc? Est-ce que tout le monde s'entend bien? Est-ce qu'on s'entraide? Ou est-ce que c'est chacun pour sa pomme? Et voilà. C'est ça. Et ça, c'est hyper important. Quand on peut faire ça, demander... En Angleterre, en fait, il y a des rotations de labos. Avant de choisir une thèse, la plupart du temps, ça dépend des bourses, mais en tout cas, certaines bourses peuvent faire ça. Les doctorants viennent 3 mois dans 3 ou 4 labos et du coup essayent en fait les labos et à la fin ils choisissent leur préféré. Oh, c'est chouette ça. C'est un peu en mode The Bachelor pour les labos. À la fin tu donnes ta pipette au labo préféré. Et c'est vachement bien parce qu'en fait ils essayent, donc vraiment ils vivent le truc pendant 3 mois et après ils choisissent celui qu'ils préfèrent. Ouais. Mais ça, c'est super important. Hein, parce que des fois, les gens, ils oublient qu'en fait, ils ont le droit de choisir. C'est pas que le sujet, la thèse, c'est quand même 3 ans de ta vie où tu vas te donner corps et âme. C'est très important de choisir l'endroit, je pense. Parce qu'après, ok, ton sujet, il peut te plaire, mais si t'es malheureux, après, finalement, t'es pas productif. Ça se ressent sur ta thèse, quoi. Oui, et puis la thèse, surtout que c'est très très cool, mais vers la fin, c'est compliqué. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir un système de gens autour. Après, pour les gens qui sont dans des labos où il n'y a pas nécessairement beaucoup de doctorants, le truc à faire, je trouve, et que je conseille toujours, c'est d'essayer de trouver des assos de doctorants, où là, du coup, où là, ils vont pouvoir rencontrer des gens qui passent par les mêmes choses. Et moi, je sais que ma meilleure pote a soutenu sa thèse à 6 mois d'écart avec moi, et honnêtement, mais c'était le meilleur truc qui a pu m'arriver. Parce que quand j'écrivais que j'étais en galère, elle savait très bien ce que ça allait être. Quand elle a écrit, je venais de le faire. En fait, on s'est soutenus et ça aide parce que par rapport à la vue de l'extérieur, les gens ne savent pas exactement ce qui se passe dans un labo. Je me souviens d'une journée, à l'époque, c'est mon ex-mari, mais du coup, à l'époque, c'était mon petit ami, où je devais avoir des points de vérification. Donc en gros, je travaillais sur des cellules et je devais récolter des cellules toutes les 2 heures, pendant 24 heures. Avec, du coup, il y a un moment où j'avais fait un gros blanc de 6 heures, etc. Mais du coup, ça veut dire de 8h du mat à 8h du mat. Et il y avait une nuit, la nuit entre les deux, où j'avais décidé de faire un trou de 6 heures. Et là, à un moment, en fait, il m'appelle. J'étais en pause déjeuner et je lui dis « Ah bah oui, du coup, je suis sortie me chercher quelque chose. Je mange, je me fais un petit traiteur et tout. » Et là, je me suis fait engueuler. Et il me dit « Ouais, mais regarde, ce soir, tu vas travailler super tard alors que là, t'es en train de glander. » Et je lui dis mais t'as conscience que en fait c'est toutes les 2 heures, c'est un processus biologique, je peux pas faire que les cellules aillent plus vite que la musique, tu vois. Quand t'es pas dedans, tu comprends et en fait pas, il avait pas compris et je m'étais fait vraiment embrouiller, genre là je suis en train de glander et du coup je vais finir tard ce soir alors que j'aurais pu rentrer plus tôt si jamais j'avais vraiment travaillé, tu vois. Et je lui dis mais non, mais c'est pas comme ça que ça se passe en fait. et le truc c'est que je me dis si jamais tout autour de moi était comme ça aurait été compliqué. Et là du coup j'ai pu appeler ma meilleure pote et faire mais tu te rends compte de ce qu'il m'a dit? Et ça m'a fait du bien. Et je me dis, en fait, il faut avoir des doctorants autour de nous qui comprennent, qui voient la 3e année, l'écriture, etc., qui se rendent compte que l'écriture, à l'extérieur, il y en a certains qui peuvent dire oui, t'es à la maison, t'es tranquille, t'es en pyjama toute la journée, sur ton ordi, c'est cool. Non, c'est pas cool. Non, oui, je suis en pyjama, oui, je suis sur mon ordi, mais c'est la panique. C'est la grosse panique. Le moment des corrections, on fait des allers-retours et où ton chef te donne un truc qu'il a imprimé, qu'il a corrigé au crayon à papier sur impression que tu n'arrives pas à voir. Les corrections, t'as juste envie de te pendre. Bah, c'est ça. Et ça fait partie des choses où ça fait vraiment du bien en fait d'avoir des gens qui te comprennent, qui vont passer par la même chose ou qui ont vu d'autres gens, enfin voilà, un groupe de gens qui comprennent. C'est les thésards anonymes.
C'est ça. Ah non, mais c'est super important d'être bien entouré et comme tu dis, de trouver des gens qui te comprennent. Mais c'est vrai que souvent, on va avoir tendance à rester que entre doctorants et parce que c'est tellement difficile, c'est tellement une épreuve intense dans notre vie que... Bon. Et d'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que pendant ta thèse, tu as toujours su plus ou moins que tu voulais continuer, tu as fait des postdocs, donc est-ce que tu as toujours su que tu voulais continuer sur des postdocs? Est-ce que pour toi c'était une évidence de rester dans ce milieu-là? Ou est-ce que c'est à la fin de ta thèse, tu t'es dit, bon, je sais pas vraiment quoi faire, enfin je sais pas quel métier je peux faire, donc je vais continuer dans l'académie. Comment ça s'est passé? Non, c'était sûr, en fait je voulais vraiment être chercheuse. Ok, ouais. J'adorais ça en fait, vraiment, c'était une espèce de drogue. Je faisais des tonnes de manips, j'étais capable d'en lancer 4 en même temps. Je m'amusais, tu vois, c'était vraiment Tetris ma thèse, c'est-à-dire que j'étais capable de lancer une manip, je savais que ça allait prendre 2 heures dans la machine, donc pendant les 2 heures j'allais faire autre chose, etc., lancer une autre manip. Parfois je déjeunais à 19h. Ok. Mais optimisation. En fait, j'optimisais à mort, j'adorais ça. Et vraiment, enfin, les expériences, j'adorais. J'avais envie de faire ça. J'adorais réfléchir au projet. Enfin, vraiment tout à propos de la recherche, j'adorais. J'avais vraiment envie de faire ça. Et même en postdoc, hein, donc j'ai fait un premier postdoc en Angleterre, où là, j'ai pas trop bien publié, ça s'est pas passé de ouf. Et j'ai fait un deuxième postdoc. Et pendant le deuxième, au début, j'hésitais, mais en fait, c'était mon sujet de rêve. Et là, franchement, je me voyais toujours faire de la recherche. Et même en lançant Pint of Science, j'ai pas lancé Pint of Science pour après faire de la communication scientifique. J'ai lancé Pint of Science parce que ça me faisait triper. Et je me voyais quand même faire de la recherche à côté. C'était mon plan A. Et c'est juste que, au final, Pint of Science est devenu mon plan A. Oui. Et maintenant, je suis très, 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 très heureuse d'être partie. Oui. Mais aussi parce que je reste proche de la recherche, que je côtoie des chercheurs tout le temps, que voilà, je les aide en final. Je me suis dit, là, il y a 10 postdocs qui sont prêts à bosser sur mon projet. Demain, je pars, il y aura 0 différence. Par contre, il y aura un impact dans la carrière d'autres chercheurs. Ouais, donc au final, voilà. Ouais, tu restes dans les sciences et... Je reste dans les sciences, je reste proche de la recherche, etc. C'est juste que voilà, j'ai un peu shifté. Je travaille plus au labo, je travaille avec mon chat. Ouais. Ou quand je suis en rendez-vous avec d'autres gens, mais voilà, non, mais ça reste proche de ça, quoi. Et si c'était à refaire la thèse, tu le referais sans hésiter? Ah ouais, complètement. Et je pense que malgré toutes les galères, je referais la même. Ok. Parce que ça m'a hyper intéressée, que oui, ma chef m'a lâchée, mais au final, ça m'a rendue hyper autonome, que quand je suis arrivée en postdoc, ça m'a pas du tout fait peur qu'on me lâche et qu'on me dise bon, bah écoute, on me parle dans 3 mois, on parle dans 3 semaines de ce que tu veux faire. J'étais prête, je pense que ça m'a hyper structurée en termes d'organisation, tu vois, de faire le Tetris des manips, clairement, voilà. Et puis c'était passionnant, enfin j'ai adoré, donc clairement je referais la même chose parce que j'ai rencontré des gens géniaux, j'ai bossé sur un truc de fou, j'ai eu la chance de vraiment faire des trucs qui m'ont plu, quoi. Enfin... T'es partie à l'étranger, je suppose, pour les congrès, tout ça? Ouais, je suis partie à l'étranger, on avait une bonne politique dans le labo, c'était un congrès français la première année, européen la deuxième et international la troisième, et du coup pour ma 3e année je suis quand même partie à Hawaï. Trop stylé. Parce que du coup, on voulait partir, ma chef et moi, à 2 congrès qui étaient exactement en même temps. Il y avait le congrès américain de génétique et le congrès des neurosciences qui tombent quasiment chaque année, qui sont quasiment au même temps. Et du coup, elle pouvait pas partir trop loin. Elle m'a dit, je peux partir qu'aux US. Hawaï, ça fait trop loin pour moi. Écoute, puisqu'il faut se dévouer, oh mon Dieu. Je vais partir. Donc la fin de thèse, je suis quand même partie à Hawaï pour le congrès. J'étais pas malheureuse, tu vois. Ça aurait pu être pire. J'aurais pu avoir pas de chance sur le dernier congrès, mais là j'avoue. Ouais, ça devait être sympa. C'était pas mal. Et du coup, pendant ta thèse, tu as donné des cours alors? Oui, j'ai donné des cours. Donc t'as un peu rattrapé ta petite vocation? Ouais, j'ai rattrapé, c'était chouette. J'ai donné des cours, j'ai fait du monitorat, du coup, je sais plus si ça s'appelle trop comme ça maintenant. Mais en gros, j'ai fait des TD de médecine. Donc j'ai fait des TD de médecine. Tu couperas peut-être ça plus tard, parce qu'on n'aura peut-être pas le temps, mais c'était, je crois, les cours les plus flippants de ma vie, parce que c'est tellement déstressé en médecine que si jamais t'es pas bon, ils ne viennent plus à ton cours. Ah, ouais. Donc si t'arrives à garder ta classe, c'est que ça va. Et j'ai une copine un jour qui est arrivée, sa classe était vide. Donc c'est quand même la pression chaque jour, tu vois. Et voilà, pour s'ils considèrent que t'es pas bon, ils s'en vont.
Et puis j'avais fait des TP dans mon ancienne fac à Versailles, c'était rigolo, des TP comme j'ai eu la première année, donc 8 heures de TP, de manip, et tout, donc ça c'était cool. Donc des TP de bio Des TP de bio et des TD de bio aussi. D'accord, ouais. Et vous, c'était obligatoire de donner des cours Non, c'était pas obligatoire, mais c'est vrai que je savais pas encore si j'allais me diriger plutôt vers enseignant-chercheur ou chercheur. Ouais. Et du coup, clairement, il fallait que j'ai ça. Et puis, en plus, moi, c'est dans ma fibre. Oui. Voilà, oui. J'avais envie... Tu fais de la communication. Mais ouais, j'avais envie. Voilà, donc c'était hyper cool. J'ai eu la chance de pouvoir le faire. Les TP, c'était vraiment sympa parce que c'est un petit groupe d'une dizaine de personnes toute la journée. À faire une expérience, etc. Ouais. Donc ça, c'était vraiment sympa. Et les TD de médecine, c'était très stressant. Oui, mais du coup, c'était pas du tout, c'était pas du tout la même expérience. Et ça m'a fait du bien de tout avoir parce que j'ai pu voir que ça me plaisait. Ouais. C'est hyper important d'avoir ça dans son CV, certes, mais c'est aussi hyper important d'essayer parce que si on se dirige vers enseignant-chercheur qu'on n'a pas fait, bon, déjà, on est un peu coincé niveau recrutement. Ouais, mais en même temps, tu peux plus, t'es obligé d'avoir fait un certain nombre d'heures. Et puis, ça fait du bien d'essayer parce qu'il y en a qui sont très à l'aise à l'oral, mais se retrouver face à un amphi ou une grosse salle de TD, ça peut être compliqué. Du coup, je sais pas comment tu l'as vécu, toi, mais moi, ça m'a fait vraiment bizarre de me retrouver de l'autre côté, quoi. Alors qu'un an avant, j'étais sur les bancs de la fac. En fait, je l'ai vécu graduellement parce que déjà, je sais plus en quelle année, je crois que c'était en 3e année, donc en licence, 3e année de licence, j'avais fait du tutorat pour les premières années. Ah oui, d'accord. Donc du coup, c'était pas nouveau vraiment. Ouais. Et puis voilà. Et par contre, ce qui était très drôle, c'est que je fais un peu plus jeune que mon âge. Et du coup, la première fois, je m'étais mis la pression de fou. Et j'avais oublié qu'il y avait un énorme pingouin dans mon dos, sur mon pull. Et donc là, je m'étais mis une pression de fou. J'avais mis des talons, je m'étais un peu plus maquillée et tout pour avoir l'air un peu plus âgée. Ouais. Et là, je commence à parler, je me retourne. Et là, j'en les entends rigoler. Je me dis, qu'est-ce que j'ai fait? Et là, je me dis, ah ouais, pull pingouin, quoi. Eh ben, crédibilité zéro. Et en fait, je les ai gardés. J'étais fière, mais voilà, je m'étais mise un peu la pression en mode, et tu vois, si tu donnes des cours en médecine et que clairement, tu n'as que quelques années de plus que eux, tu n'as pas l'air en plus d'avoir quelques années de plus. C'est ça, ouais. Moi, j'ai un gros problème de légitimité. J'ai encore du mal à me dire que je suis légitime à leur transmettre un savoir, alors que des fois, franchement, il y en a. Parce que moi, je donne des cours en école d'ingénieur. Ils ont un niveau que moi, j'avais pas du tout à leur âge. Oui, mais tu l'as plus maintenant, du coup. Ouais. Tu es légitime. En fait, souvent, on se voit par rapport à comme on était. Oui. Mais sauf que, du coup, tu vois, tu n'es plus cette jeune fille. Tu es une jeune fille qui a encore plus de connaissances maintenant. C'est difficile, cette transition à avoir les balls de se dire, allez, je vais former la jeunesse. C'est... De toute façon, c'est un peu le problème de la thèse, hein, le complexe d'infériorité. Je pense aussi que selon le domaine où tu es, comme tu l'as dit, comme on en parlait tout à l'heure, le domaine de la biologie, en plus, c'est un domaine hyper compétitif. Alors, je pense que ça doit être encore plus compliqué et que tu te sens encore moins légitime. En fait, ça dépendait pourquoi. En cours, ça allait. Je pense que j'avais tellement ça dans la fibre. Ce qui m'a fait bizarre, c'est quand en postdoc, j'ai donné un cours au lycée. D'accord. De me retrouver au lycée, ça m'a fait tout bizarre. Ouais. Je pense que la fac, j'avais tellement fait de tutorat, de trucs où au final, je m'étais retrouvée un peu à la place que ça m'a pas gênée. Et j'ai grandi dans une fac à la Versailles où en TD, on avait des thésards qui étaient relativement jeunes. Généralement, donc, j'étais toujours habituée à avoir des profs qui étaient hyper sympas. C'était toujours des petits nombres et on les respectait énormément, même s'ils étaient jeunes en fait. Donc du coup ça m'a pas posé de problème. C'est vraiment médecine où je sais que c'est des super stressés, qu'il y a un concours et que du coup ils mettent tellement en jeu. La fac, les TD, la fac c'était un peu plus simple dans le sens où oui il y a des partiels mais c'est pas un concours. Médecine c'était vraiment plus stressant, etc. Et effectivement ce qui était un peu dur c'est de retourner sur de la bio qu'on n'avait pas fait depuis des années parce qu'au final on tourne sur des trucs très très généralistes quand on est en thèse où on a une vision mais hyper précise, on sait des trucs qu'on est probablement un des seuls à savoir sur un sujet, mais par contre on oublie parfois les grands principes de base. Donc
ou en tout cas en détail, on va être capable de bien les exprimer. Donc c'est pour ça parfois où ça peut être compliqué, parce qu'on se dit, mais en fait, là, la biocellulaire, il y a un endroit là, c'est un petit peu flou quand même. Ouais. On sait comment ça marche, mais c'est juste qu'on a oublié, parfois on a oublié certains mécanismes, certains noms. Genre il y a des cycles en bio, le cycle de Krebs par exemple, le truc d'énergie, de trucs où il y a je sais pas combien de réactions qui se passent. Ce truc-là, on s'en souvient quand on en a besoin, mais le lendemain, c'est oublié. Exactement. Ouais. Alors que eux, ils s'en souviennent. Donc du coup, on peut se dire, je suis pas légitime parce que je m'en souviens pas, mais eux, dans 2 jours, ils s'en souviendront plus non plus une fois qu'ils auront passé leur concours. Donc voilà, il faut se rassurer en se disant, de toute façon, tu peux pas tout savoir sur tout. Non. Et parfois, le mieux, que ce soit en thèse, que ce soit même quand on est chercheur, mais en tout dans la vie, c'est parfois de dire, honnêtement, je sais pas, mais je vais chercher la réponse. C'est ça. Plutôt que de raconter n'importe quoi, ou plutôt que d'essayer de... Voilà, on est humain, parfois on ne sait pas, ça arrive tout simplement parce que on peut pas tout savoir, et heureusement. Et ça peut aider aussi, je pense, à l'image de la recherche, parce que parfois les gens se disent, enfin je sais pas toi, mais moi typiquement je travaillais en neuro, on venait me voir, on me disait j'ai mal à la tête, qu'est-ce que je dois faire? Alors déjà je suis pas un vrai docteur, je suis un docteur qui sert à rien, et quand même, enfin qui sert en recherche, mais là tout de suite je vais pas te soigner. Et tu vois, on me posait des questions sur Alzheimer, sur machin, je disais mais vous savez que je travaille sur l'épilepsie et que je connais même pas exactement tous les types d'épilepsie parce qu'il y en a plein. Ouais. Et du coup, savoir dire je sais pas, ça permet aussi de restaurer l'image du chercheur. On sait pas tout sur tout. Exactement. On sait beaucoup sur un tout petit domaine. Ouais. Mais voilà. C'est très bien pour conclure. Et donc pour finir le podcast, je voulais te demander si tu avais 3 conseils à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans une thèse. Qu'est-ce que tu dirais? Alors, comme on a dit tout à l'heure, bien choisir son labo. Pas juste le sujet, pas juste même la bourse. Parfois, ça vaut le coup d'aller dans un labo qui a une bourse un tout petit peu plus basse si on va être bien, si on sait qu'on sera vraiment bien. Donc, savoir comment on sera soutenu, et pas juste par les chefs, par les mondes autour. Pas hésiter à en parler autour, même si, à communiquer. Parfois, c'est un peu dur niveau chef, parfois on a du mal à faire de la communication parce que c'est pas censé être ce qu'on fait, etc. C'est en train d'avancer. Faut pas hésiter à communiquer. Je sais qu'on est une génération qui communique beaucoup plus que les boss qui ont 50-60 ans, qui eux parlaient que à leur père, pas P-A-I-R, pas P-E-R-E. Et du coup qui n'ont pas l'habitude de parler au public, qui n'avaient pas spécialement l'habitude de faire des événements grand public, des podcasts et des écritures, etc. Donc là, vraiment faire ce genre de choses. Et le 3e conseil, je pense que c'est effectivement aussi, on l'a un peu dit tout à l'heure, profiter des formations. Et profiter des formations, mais dès la première année, c'est-à-dire attendez pas la 3e année pour vous dire j'ai des crédits à valider, comment je vais faire? Regardez le programme, regardez comment ça pourrait fitter, essayez de vous dire qu'est-ce que je veux faire après. Et suivant ce que vous voulez faire après, du coup, choisir les formations qui vont là-dessus. Est-ce que vous avez envie de rester dans l'académie? Oui, non. Si vous avez envie de rester, prenez des formations qui vont vous montrer quels sont les métiers, comment on y accède. Éventuellement, de partir dans le privé. Ou alors quand tu n'as pas du tout d'idée. Moi, je sais que par exemple, on a des formations sur l'entrepreneuriat, Exactement. sur Exactement. monter un business model, ce genre de choses. Forcément, quand tu viens de la fac scientifique, tu n'as jamais eu ce genre de cours. Exactement. Et c'est super, quoi. Se lancer sur des trucs, et oui, ils vont vous demander de participer. Oui, ça peut être compliqué. Vous allez peut-être sortir de votre zone de confort. Mais c'est hyper important. Et est-ce que j'ai le droit à un bonus 4e conseil? Vas-y, parce que t'es la première. Et tu vas aimer ce conseil. C'est essayer de faire des choses à côté. Que ce soit de l'associatif, que ce soit aller à des apéros, networking. En gros, essayez de rencontrer le plus de gens possible qui ont fait des thèses. Écoutez des podcasts sur les gens qui ont fait des thèses. Essayez de voir ce qu'il y a autour parce que malheureusement, encore un peu en académie, parfois, on a des œillères et on se dit une thèse, un postdoc, un job de chercheur, d'enseignant-chercheur, etc. Il y a des milliards de postes. Il y a des tonnes de trucs, le doctorat c'est de plus en plus reconnu et il faut vraiment essayer d'aller voir ce qui se passe autour et malheureusement c'est pas un truc qui va venir à vous, c'est un truc il faut que vous soyez proactif là-dessus. Mais du coup essayez d'aller voir, il y a des forums, il y a des associés, il y a plein de choses. Et surtout merci de dire ça veut bien dire que faire une thèse c'est pas incompatible avec le fait d'avoir une vie à côté. Non, tu exactement. peux continuer d'avoir des activités, des assos et très bien réussir ta thèse finalement. Exactement. Bon, merci Elodie. De rien. Merci à toi.